Besoin d'un coup de main pour tout savoir sur les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud ? Ça tombe bien, on est là pour faire le point et vous aider à connaître cette œuvre sur le bout des doigts. Une main, c'est 5 doigts. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et on peut faire plein de choses avec une main. Tenez, jouer de la guitare, tourner les pages d'un livre ou encore manger des frites. Mais si on est ici, c'est pour réviser. Et ça aussi, vous allez voir, on peut le faire avec une seule main. Aujourd'hui, on vous présente les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud sur 5 doigts. Un coup de pouce sur le contexte de création, l'index pour découvrir la structure de l'œuvre, le majeur pour les thèmes principaux, l'annulaire pour épouser le parcours proposé et l'auriculaire pour la musicalité. Arthur Rimbaud, les cahiers de Douai sur le bout des doigts. Podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation. D'abord, un petit coup de pouce sur le contexte. Et oui, une œuvre est toujours le produit de son époque. Il faut donc savoir 2 ou 3 choses sur les années 1870. À l'époque où Rimbaud rédige ses premiers poèmes, la France est gouvernée par l'empereur Napoléon III. C'est le neveu de Napoléon Bonaparte, qui est donc son tonton. Bien, je vois que vous suivez, ça fait plaisir. Napoléon III règne sur le pays depuis son coup d'État de décembre 1851. On appelle son régime le Second Empire. Et oui, le premier empire, c'était celui de tonton. Vous l'aurez compris, l'ambiance n'est pas vraiment à la démocratie. Durant ces années, on assiste à de profondes modifications de la société. C'est le triomphe des valeurs bourgeoises et libérales. Le régime de Napoléon III est plutôt autoritaire. Mais après presque 20 ans, il s'apprête à s'effondrer. Déjà, de nombreuses révoltes éclatent et le peuple descend même dans la rue pour manifester son mécontentement. Ah ça, les Français et les manifs, c'est une longue histoire d'amour. En juillet 1870, la France de Napoléon III a la bonne idée, je suis ironique évidemment, de déclarer la guerre à la Prusse. Le pays est en émoi et beaucoup croient à une victoire française rapide et glorieuse, rappelant la grande époque de Napoléon Ier. Mais Napoléon III n'est pas aussi fin stratège que tonton et il accumule les déroutes. On peut dire que la situation empire. Vous l'avez ? Malgré les efforts mis dans la propagande, la défaite de Sedan le 2 septembre 1870 marque la fin du Second Empire et la République est proclamée le 4 septembre. Napoléon III est fait prisonnier. Rimbaud l'évoque d'ailleurs dans son poème « Rage de César ». L'homme pâle, le long des pelouses fleuries, chemine en habit noir et le cigare au dent. L'homme pâle repense aux fleurs des Tuileries, et parfois son œil terne a des regards ardents. L'homme pâle ici, c'est Napoléon III évidemment. Rien à voir avec le rappeur, l'homme pâle. S'il est touché par le contexte politique, Rimbaud l'est également par le contexte littéraire et il est très influencé par des œuvres publiées entre 1850 et 1870. Les Fleurs du mal de Baudelaire, les poèmes saturniens de Verlaine, mais aussi les œuvres de Victor Hugo ou des poètes parnassiens. Il l'est également par les œuvres plus classiques qu'il découvre à l'école, et c'est dans ce contexte de bouillonnement politique et intellectuel que Rimbaud écrit des poèmes présents dans les cahiers. Après le pouce, l'index, c'est-à-dire la composition de l'œuvre. En septembre et octobre 1870, Rimbaud, âgé de seulement 16 ans, rappelons-le, a recopié les poèmes présents dans ce recueil à Douai chez son professeur Georges Isambard. Il les a ensuite confiés à l'écrivain Paul Demeny dans l'espoir probable de les voir publiés. D'ailleurs, Rimbaud s'applique beaucoup, comme le raconte Isambard. Il ne se fait pas de bile, il est au chaud, il recopie des vers qui ont le toupet d'être charmants. À la moindre rature, il recommence et il exige de larges feuilles de papier écolier. Quand une main est noircie, il vient dire « Je n'ai plus de papier », et cela plusieurs fois par jour. « Écrivez au dos », lui suggère une détente. Mais lui, d'un air scandalisé, « Pour l'imprimerie, on n'écrit jamais au dos ». Vous voyez bien qu'il songe à se faire imprimer. Vous l'avez peut-être saisi, les poèmes n'étaient pas réellement écrits sur des cahiers, mais sur 2 types de feuillets différents, c'est pourquoi on les distingue généralement en 2 ensembles. Le premier cahier contient 15 poèmes de longueur variable, la plupart du temps présentés dans cet ordre. Répartie de Nina, Vénus Anadyomène, Mort de 92 et de 93, Première soirée, Sensation, Bal des pendus, Les effarés, Roman, Rage de César, Le mal, Ophélie,
Le châtiment de Tartuffe, À la musique, Le forgeron et Soleil et chair. Le second cahier contient les 7 autres poèmes, qui sont tous des sonnets, vraisemblablement écrits lors de sa fugue à travers la Belgique. Le dormeur du Val, Au cabaret vert, La Maline, L'éclatante victoire de Sarrebruck, Rêver pour l'hiver, Le buffet et Ma bohème. Si les poèmes du premier cahier semblent assez disparates, ceux du second sont cohérents dans la forme et d'un point de vue thématique. Mais nous allons y revenir. Pour information, ces manuscrits sont aujourd'hui conservés à la British Library de Londres, si jamais vous passez par là un jour. Bon, c'est moins fun que les studios Harry Potter, mais c'est passionnant aussi. Et puis, remarquez, si Rimbaud avait eu un balai volant. Ensuite, le majeur. Ce doigt-là va nous servir à retenir quelques éléments majeurs, bien vu, les principaux thèmes présents dans les cahiers de Douai. Que Rimbaud a écrit alors qu'il n'était pas majeur d'ailleurs. C'est fou toutes ces coïncidences. Parmi les thèmes majeurs du recueil, il y a bien sûr la jeunesse et l'éveil à la sensualité. Rimbaud n'a que 15 ou 16 ans lorsqu'il écrit ses poèmes, et ces derniers ont, même s'ils ne se résument pas à cela, une indéniable part autobiographique. Il y évoque des lieux qu'il connaît, le cabaret vert, la place de la Gare à Charleville. Mais il y exprime surtout des sentiments de son âge, les sentiments qui travaillent les adolescents, pas vrai ? On peut par exemple souligner la présence des femmes dans les poèmes Première soirée, Les réparties de Nina ou encore À la musique. Les femmes attirent autant qu'elles repoussent. Nina rejette les rêves du poète dans le dernier vers, tandis que l'amoureuse de Première soirée accepte ses baisers. Monsieur, j'ai 2 mots à te dire. Je lui jetai le reste au sein, dans un baiser qui la fit rire, d'un bon rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets, aux vitres jetaient leurs feuillets, malinement, tout près, tout près. Mais même si les femmes sont présentes, c'est plutôt la solitude qui semble satisfaire le jeune homme. Notez que le « Nous irions » du poème Les réparties de Nina se change en « J'irais » dans Sensation ou en Je m'en allais dans Ma bohème. Car le deuxième thème majeur de ce recueil, c'est le désir de voyage, d'évasion. Dans beaucoup de poèmes, le narrateur est en balade. Il se promène, souvent seul, en tête-à-tête avec la nature. La poésie de Rimbaud repose sur le mouvement. Dans le poème Roman, il exprime un désir d'aventure, de robinsonnade. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Mais ce désir de liberté transparaît surtout dans le second cahier. Le poème Rêver pour l'hiver se situe même dans un train, donc au cœur d'un lieu en mouvement, et le sonnet Ma bohème commence par ce vers mythique. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Chez Rimbaud, ceux qui ne bougent pas sont ceux qui ne vivent pas, soit au sens propre, comme les morts de la guerre ou le jeune dormeur du Val, soit au sens métaphorique. Notez que dans À la musique, les bourgeois sont assis, tandis que le narrateur suit les filles sous les marronniers. Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retraités, qui tisonnent le sable avec leur canne à pomme, fort sérieusement discutent les traités, puis pris en argent, et reprennent, en somme, épatant sur son banc les rondeurs de ses reins, un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande, savoure son onin d'où le tabac par brin déborde. Vous savez, c'est de la contrebande. Parmi les thèmes principaux, on trouve également de nombreux sujets politiques. Dans les poèmes Rage de César ou L'éclatante victoire de Sarrebruck, Rimbaud, qui aime la satire, critique Napoléon III. Dans Le Mal ou Le dormeur du Val, il dénonce la violence et l'absurdité de la guerre. Dans Les Effarés, il évoque la misère qui frappe les enfants. Dans Le forgeron, il s'inspire d'un fait historique et le détourne pour parler des inégalités et évoquer la colère du peuple. Dans Mort de 92 et de 93, il s'attaque même directement aux Cassagnac, un père et un fils journalistes et bonapartistes. Il se moque également de la religion catholique, celle de sa mère. Dans Soleil et chair, il lui préfère la mythologie. Enfin, beaucoup de poèmes des cahiers de Douai reprennent les éléments classiques de la mythologie et de la littérature. Dans Soleil et chair, comme dans Vénus Anadyomène, Rimbaud utilise des figures bien connues de la mythologie. Dans Ophélie et le châtiment de Tartuffe, ce sont des personnages célèbres de la littérature qui sont mis en scène. La jeune fille venant d'une tragédie de Shakespeare et le faux dévot d'une comédie de Molière. C'est dans cette volonté de faire du nouveau avec de l'ancien, dans cette alliance surprenante, que se trouve l'originalité de Rimbaud.
Et en parlant d'alliance... Eh oui, l'annulaire, c'est le doigt de l'alliance. Et les cahiers de Douai est justement le recueil d'une alliance entre le classique et le moderne, entre une certaine tradition et un profond désir d'émancipation poétique. Il y a chez Rimbaud, et dès ses premiers textes, un désir de rébellion. Prenez le poème Vénus Anadyomène. Il y reprend un thème très très classique de la poésie, un sujet mythologique célèbre et connu de tous, la naissance de Vénus, mais il s'amuse à le détourner, à le parodier, pour scandaliser ou provoquer le lecteur. Rimbaud était un excellent élève et cette connaissance parfaite de la tradition littéraire lui permet de pasticher efficacement. Il rédige donc un sonnet tout à fait classique, mais le détourne de sa fonction initiale. Sa Vénus à lui est affreuse. Rimbaud cherche évidemment à provoquer, rendez-vous compte, il ose même faire rimer Vénus et Anus. Les reins portent 2 mots gravés, Clara Vénus. Et tout ce corps remue et tend sa large croupe, belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Vénus, la déesse de la beauté, a eu droit à de nombreux poèmes, et évidemment que tous les écrivains savent que Vénus rime avec Anus. Mais un tel parallèle aurait été tout à fait inconvenant. Il fallait la jeunesse et l'audace de Rimbaud pour mélanger à ce point le divin et le trivial. On retrouve cette idée, un peu moins vulgairement formulée, dans les réparties de Nina, où il fait rimer dans la dernière strophe beau avec bureau, liant le poétique et le banal, confrontant l'envolée lyrique à la réalité du travail. C'est dans cet interstice entre la forme très classique et la parodie, entre la tradition et la provocation, que Rimbaud exprime son désir d'émancipation. Rimbaud, qui disait au départ vouloir être parnassien, trouve finalement sa propre voix en les parodiant, en rejetant l'idéalisation et en poétisant non la beauté, mais la laideur et le commun. Il l'exprime avec plus de force dans ses recueils suivants, mais même dans ses œuvres de jeunesse, on peut trouver de nombreuses audaces qui deviendront sa signature. Rimbaud affirmait qu'il voulait rompre avec ce qu'il appelait la vieillerie poétique. Même si cela reste léger dans les cahiers de Douai, on peut déjà y repérer les prémices de ce que fut la suite de l'œuvre rimbaldienne, audacieuse et résolument moderne. Le Rimbaud des cahiers de Douai n'est pas encore le poète voyant, le révolté assumé d'une saison en enfer ou d'illumination. Il n'a pas encore rencontré Verlaine et n'a pas vécu toutes les aventures qui l'attendent. C'est encore un jeune homme qui expérimente, un poète en construction. Cela se sent également dans son style et dans sa langue. Enfin, l'auriculaire, le petit doigt qui tient son nom du fait qu'on peut le glisser dans l'oreille. Et justement, la poésie, c'est aussi un travail sur la musicalité des mots. Et la poésie de Rimbaud est très musicale. La musique de Rimbaud, c'est d'abord, dans les cahiers de Douai, un peu de la musique des autres. Très influencé par les poètes qu'il a lus, il reprend certaines de leurs tournures de phrases ou de leurs expressions. Dans ses poèmes, on peut trouver un peu de Baudelaire, une pincée de Victor Hugo, un zeste de François Copé. Dans son poème « Châtiment de Tartuffe », il intègre même une réplique extraite de la pièce de Molière. L'homme se contenta d'emporter ses rabats. Peu, Tartuffe était nu, du haut jusques en bas. Sur la forme, Rimbaud emploie une versification classique. Il pratique l'alexandrin et fait plusieurs sonnets. Mais malgré ce respect pour la tradition, il se permet certaines audaces, déplaçant les césures, faisant des rejets, jouant avec les rimes, comme nous l'avons dit plus tôt. Rien de très révolutionnaire, mais l'on sent déjà que le carcan de la poésie classique lui pèse et qu'il cherche à s'en détacher. Dans ses œuvres suivantes, il fera exploser le vers, pratiquant le vers libre et la poésie en prose. Autre chose à noter, la poésie de Rimbaud est caractérisée par son emploi des couleurs, un emploi qu'on retrouve dans toutes ses œuvres, jusque dans ses célèbres poèmes « Le bateau ivre » ou « Voyelle », dans lequel il donne des couleurs aux voyelles. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Chez Rimbaud, tout a une couleur, les lettres, les odeurs, même les sons. Certains poèmes comme « À la musique » ou « Le dormeur du Val » peuvent évoquer la peinture. Ce sont des tableaux dont les couleurs sont les mots. Parmi les couleurs les plus courantes chez Rimbaud, la couleur dominante est le vert. Elle évoque la nature, l'espoir dans une tradition classique, mais pas seulement. Elle peut également évoquer la mort. Elle désigne les bataillons mourants dans le poème Le Mal,
le cercueil dont jaillit sa Vénus Anadyomène, mais aussi le lit funèbre du dormeur du Val. Ces mots courts, bleus, verts, blancs, viennent régulièrement rythmer ses vers. Face à cela, Rimbaud insiste souvent sur la pâleur de ses personnages, qui sont soit des faits, comme Napoléon III, malades, morts, comme Ophélie et le dormeur du Val, ou alors qui lui ressemblent, car lui-même était pâle. Notez également que Rimbaud intègre beaucoup de mots populaires ou d'interjections dans ses poèmes. Ces mots, courts également, permettent souvent de donner du rythme à ses vers, tout en modernisant sa poésie. Le deuxième vers des réparties de Nina s'ouvre sur un brin familier, et son poème Bal des pendus fait la part belle au « hurrah »,« hop » et « hola ». Encore une habile manière de mélanger les registres. Enfin, comme tous les poètes, Rimbaud aime particulièrement travailler sur les sonorités. En plus de ses jeux sur les rimes, il multiplie les assonances et les allitérations, c'est-à-dire les répétitions de voyelles ou de consonnes. Notez par exemple l'allitération en L dans la première strophe du poème Ophélie, conférant au texte une langueur un peu triste et évoquant le fil de l'eau portant la pauvre jeune fille. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte, comme un grand lys, flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des halalis. Et voilà, vous connaissez les cahiers de Douai sur le bout des doigts. Pour en apprendre encore un peu plus sur Arthur Rimbaud, sa vie et son œuvre, allez écouter notre podcast Dans la valise de Rimbaud. Vous y trouverez beaucoup d'informations supplémentaires pour nourrir vos réflexions. Même s'il ne s'agit pas des poèmes les plus audacieux ou révoltés de Rimbaud, les cahiers de Douai, écrits rappelons-le à seulement 15 ou 16 ans, sont le témoignage d'une écriture poétique en construction, d'un poète en formation qui s'émancipe peu à peu de ses modèles pour dévoiler une originalité propre, une force unique et singulière, celle d'Arthur Rimbaud. Et ça, c'est merveilleux. Et puis quand on y pense, Rimbaud, il était quand même super doué, vous trouvez pas ? Arthur Rimbaud, les cahiers de Douai sur le bout des doigts. Podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.